Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver pour cette première émission de la semaine qui sera largement consacrée, vous vous en doutez, au débrief de l'émission télévisée d'Emmanuel Macron. C'était hier soir sur le plateau de BFM TV. A-t-il réussi son pari? A-t-il eu raison de défier ainsi Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous reviendrons aussi sur l'un des sujets qui a été abordé au cours de ce débat, les frappes occidentales en Syrie. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier. On a maintenant un petit peu de recul. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Est-ce que la mission est accomplie? Nous nous poserons la question et puis nous parlerons aussi de ce qui se passe dans les facultés, en particulier ce qui se passait à Nanterre ce matin où les étudiants désireux de passer leurs examens partiels n'ont pas pu rentrer dans la fac, qui étaient bloqués par d'autres étudiants, mais aussi, et c'est nouveau, par des cheminots. Est-ce que c'est la fameuse convergence des luttes annoncée depuis si longtemps? Eh bien, on verra ça ensemble. Et puis, on parlera aussi d'une deuxième journée de solidarité. Vous savez, ces journées où on travaille, mais sans être payé, en tout cas sans être payé plus, c'est-à-dire une journée de congé en moins. L'idée fait son chemin pour financer l'accueil et l'hébergement des personnes âgées dépendantes. Pour parler de ces 4 sujets, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Anne-Sophie Beauvais. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Émile, la revue des anciens de Sciences Po. Et vous venez de paraître un nouveau livre chez Plomb. Ça s'appelle « On s'était dit rendez-vous dans 20 ans ». Et c'est une plongée dans cette génération de Sciences Po qui a conquis le pouvoir derrière Emmanuel Macron, qui en est évidemment la figure la plus emblématique. Bonsoir, Georgi Kuzmanovic. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche et vous êtes le porte-parole de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, en particulier sur les sujets de défense et d'international. Bonsoir Jacques de Guibon, on est ravis de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes le directeur de la rédaction de L'Incorrect, le mensuel qui, je cite, réunit des talents venus de toutes les familles de la droite. C'est bien ça. C'est ça. Et bonsoir à Philippe Turle, notre confrère britannique qui dirige la rédaction anglaise de RFI. On commence donc avec Emmanuel Macron, qui était hier soir, c'était de magnifiques images en direct du Palais de Tokyo face à la Tour Eiffel. Il répondait aux questions musclées de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel. Rien que pour le plaisir, on remonte quelques instants sur le ring. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler? Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas le professeur et nous ne sommes pas les élèves. Hein. Donc, non, mais il n'est pas faux notre raisonnement. Ce que fait votre ami Bernard Arnault. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Ni vous, ni moi n'êtes des juges autour de cette table. Vous êtes des intervieweurs, je suis le président de la République et nous sommes en train de faire un débat démocratique. Voilà, comme vous l'avez compris, ce sont des extraits qui ont été collationnés par Charlotte Darche. C'est pas évidemment toute l'émission qu'on a vue là, ça n'est pas une séquence unique. Ma question, elle est simple. Anne-Sophie Beauvais, vous l'avez trouvé bon hier soir? Moi, je l'ai trouvé effectivement assez bon, mais il y a 2 questions avec cette interview. Il y a effectivement la forme de l'interview et le fond. Sur la forme de l'interview, moi j'avoue qu'avant j'étais assez étonnée du choix, enfin je le comprenais d'un point de vue tactique, d'un point de vue de communication, le choix d'Edoui Plenel et de Jean-Jacques, pardonnez-moi, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, voilà. On comprenait bien, enfin tout ça a été extrêmement bien pensé, c'est-à-dire que vous aviez 3 journalistes, Pernaut un peu plus tôt, Plenel et Bourdin, qui correspondaient vraiment aux 3 France qui doutent d'Emmanuel Macron, mais j'avoue qu'adouber d'une certaine manière Edoui Plenel, qui est dans un journalisme, et on l'a vu hier, un journalisme engagé, un journaliste de combat qui est plus dans le pamphlet. Effectivement, Emmanuel Macron a raison de le dire, que dans un rôle d'intervieweur, ça me posait question. Et on a assisté hier, sur la forme en tout cas, à une interview qui était à la fois très jupitérienne. Le lieu était magnifique, le décor était superbe. Voilà, donc on a un président de la République qui arrive dans ce décor et en même temps qui monte effectivement sur un ring de boxe et qui se fait assez violemment interpellé. Et on ne l'appelle même pas président de la République. Donc il y a la forme et puis il y a le fond. En tout cas, si on regarde le fond, et peut-être que la forme l'a servi, parce que finalement, de Jupiter qui descend un peu dans l'arène tel un gladiateur, ça lui a peut-être permis d'être un peu pugnace. Sur le fond, il a été assez bon à faire passer les messages qui sont les siens. Il faut transformer la France. Et si on arrive à transformer la France, on arrivera à mieux vous protéger. Et je crois que c'est vraiment ce message clé qu'il est encore venu faire passer hier. Peut-être parce que, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Jacques de Guibon, vous en avez pensé quoi de notre président préféré ?
La même chose sur la forme, et je pense qu'il a eu tout à fait raison de se confronter à ces journalistes-ci, parce que c'était en fait, il s'est retrouvé dans une position assez simple, il était agressé, il a défendu ses idées, ça l'a mis en position, oui, de président des Français qui étaient agressés par des catégories, en fait, des représentants de catégories, particulièrement Edoui Plenel, qui je trouve a été assez lamentable dans son agressivité vis-à-vis d'Emmanuel Macron, même si je comprends tout à fait qu'il ne soit pas d'accord, et moi-même je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron, mais là je trouve qu'il lui donnait justement les armes pour se poser... Il était quoi, il était trop agressif, Plenel? Oui, il était évidemment trop agressif, oui, et à le soupçonner sans avoir de preuves, etc., comme fait assez souvent Mediapart d'ailleurs. Et donc je pense qu'il l'a mis en position de se défendre calmement et de dire que c'était lui, en fait, l'homme de la situation qui dominait tout et qu'autour de lui, il n'y avait que des sortes de roquets qui venaient l'agresser sur des sujets précis. Et donc je pense que là, il a eu raison tactiquement et que c'est lui qui a gagné sur ce plan-là. Après, dans le fond, je trouve qu'il est resté le président qu'il est, c'est-à-dire le gentil animateur d'entreprise ou le professeur qui segmente très bien ces sujets, qui les connaît parfaitement, mais qui n'arrive pas à donner une direction générale. Et je trouve qu'il reste un vide, en fait, qu'il n'arrive pas à combler. Alors, vous savez que c'est vous, chers internautes, qui donnez aussi votre point de vue dans cette émission. Donc, vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur Facebook Live, tout ça, vous le savez par cœur. Et évidemment, dès que vous avez des messages à nous faire passer, on les retransmet à l'antenne. Georgi Kuzmanovic, et vous, est-ce que vous avez apprécié le président de la République? Est-ce que vous avez trouvé Plenel trop agressif? Non, mais d'abord, soulignons le courage du président d'avoir pris deux journalistes qui ne lui passent pas les plats, comme M. Delahousse l'avait fait. Et donc, on se retrouve dans un débat... Ça, c'était une interview qui était à l'Élysée, où ils se déplaçaient tous les deux. Oui, voilà. C'était au début de l'année. Où tout avait été répété comme un ballet, et visiblement plusieurs fois. Et donc, ça a permis de montrer les limites de la communication présidentielle habituelle. Et on a eu un débat... Alors, vous trouvez qu'ils étaient un peu agressifs. Nous trouvons que c'était... justement des journalistes qui posaient les questions et qui osaient aller tacler le président de la République. Et dans la première partie du débat, si on prend des images cinématographiques, c'était un peu le Titanic pour le président de la République. Et dans la deuxième partie du débat, c'était la vérité si je mens. Et on a trouvé un président qui justifiait absolument toutes ses positions et qui a dit clairement qu'il ne négocierait absolument rien, qu'il continuerait son programme, quelles que soient les décisions de la rue, et les oppositions. D'ailleurs, ça s'est manifesté ce matin très clairement, mais on en parlera lors de la convergence des luttes. C'est à ça que vous faites allusion. Mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ce qu'aurait pu être un débat du second tour entre Jean-Luc Mélenchon et M. Macron. Ouais. On aurait eu un débat un peu plus solide plutôt qu'un Macron qui... prend le rôle de celui qui défend la République menacée par les fascistes. Alors, Jérémy est un peu sur la même ligne que vous, puisqu'il nous dit n'était-ce pas quelque part un remake du débat présidentiel? Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ce sont les journalistes qui jouent le rôle de l'opposition, tant celle-ci est mal en point. Le droitiste qui nous dit il n'était pas mal, mais nous n'avons finalement rien appris. Tandis que Thérèse nous dit « M. Bourdin est beaucoup plus virulent et arrogant avec d'autres personnes. A-t-il peur pour sa place ?» Alors justement, sur la virulence, Philippe Tarl, on dit souvent que les journalistes français sont trop respectueux, voire obséquieux avec les puissants, les responsables politiques, et que les journalistes anglais, par exemple, quand on ne leur répond pas correctement, ils sont capables de reposer la question 10 fois de suite. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un exercice un peu à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne hier soir ? Un petit peu. Je dis souvent la même chose quand je porte des débats présidentiels en France, à savoir que d'abord, pour moi, c'est beaucoup trop long. Mais vous vous rendez compte, 2h37, mais j'hallucine. 2h37, même Theresa May, Donald Trump, même le président de la Corée du Nord, je ne pense pas qu'il fait une émission de télé aussi longue que cela. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé, je travaille, Fidel Castro. Voilà, je travaille, oui, peut-être Castro, mais ça c'est plus un discours de 6 heures, mais c'était pas le cas ici. Mais je travaille de nuit, j'ai commencé à regarder la télévision, je me suis mis au lit, j'ai écouté la radio, je comprenais rien parce que ça gueulait tellement de tous les côtés et Emmanuel Macron avait du mal à sortir quoi que ce soit comme parole. J'éteins la radio, je m'endors, je rallume la radio, ça continue toujours. Je me dis mais c'est pas possible, ce débat c'est sans fin. Donc d'abord, c'est trop long. La France est un pays formidable où on crée de la richesse, on est créateur de mode, de nourriture, etc. Et on est envié par le monde entier, mais c'est un pays qui a une habitude
de nous transformer d'un coup de main au XVIIIe siècle avec les petits gens qui regardent le monarque qui est en train de donner un discours et on le laisse faire pendant 2h37. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne toujours. Bon, là, hier, c'était un peu différent par rapport à d'habitude. À savoir que les journalistes avaient essayé de se moderniser, pas de cravate, pas de président de la République. Je ne sais pas à quoi ça servait, honnêtement, parce que sur le fond, est-ce que les journalistes voulaient se montrer, ben voilà, nous, on arrive, on a moins de respect pour le président, donc on ne met pas de cravate et on n'appelle pas Monsieur le Président, mais sur le fond, les problèmes sont les mêmes. Les questions étaient peut-être bien ficelées, mais en même temps, ce n'était pas vraiment pour moi un interview, c'était un débat, c'était une engueulade. Et j'ai vu d'ailleurs ce matin une critique sur les journalistes en disant qu'Emmanuel Macron avait passé 2h37 en garde à vue avec 2 journalistes en face qui étaient en train d'y passer un savon. Et c'était un peu ça l'image que j'avais de ce débat à la fin de tout cela. Alors ce qui est intéressant, c'est que les internautes du Figaro, ils sont très partagés en fait. C'était la question du jour. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de faire ce débat face à Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel? Vous voyez, sur 18... Alors c'est pas un sondage, on le répète à chaque fois, puisque vote qui veut, mais il y a 18 000 personnes qui se prononcent, donc ça commence à ressembler à quelque chose, voire même plus que ça, et c'est 48-52, donc c'est extrêmement varié. Il y a eu un moment intéressant sur la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est quand Jean-Jacques Bourdin lui a posé la question pour savoir s'il n'avait pas pris la grosse tête, sauf que lui, il le dit dans des termes beaucoup plus philosophiques que moi. Regardez. Le danger est que la direction des affaires soit accaparée par des oligarchies de compétents associés tantôt aux puissances d'argent, tantôt aux appareils de parti. La dépolitisation permet la confiscation de la décision par quelques-uns. Vous connaissez sans aucun doute ce texte de Paul Ricoeur. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que vous n'êtes pas dans une illusion puérile de toute puissance ? Non, ça rappelle un peu, vous vous souvenez, Patrick Poivre d'Arvor qui avait dit à Nicolas Sarkozy, est-ce que vous n'êtes pas comme un petit enfant? Jacques de Guibon, est-ce que vous pensez que le président de la République est en train notamment avec ces séquences d'intervention télévisée, cet emploi de la force armée, est-ce qu'il est en train de devenir tout-puissant, ou plus exactement dans l'illusion de la toute-puissance? Je ne sais pas si on peut comparer une émission de télévision avec l'emploi de la force armée, mais je pense qu'il est obligé de revenir à de la communication, alors qu'il avait dit le contraire au début de son mandat, qu'il ne voulait pas parler aux journalistes. Là, il est obligé de le faire, parce qu'il y a une perte de confiance d'une partie des électeurs. Il est évident qu'il est dans un sentiment de toute puissance, à mon avis, parce qu'il est entouré de gens qui sont beaucoup plus médiocres que lui. C'est l'impression que j'ai quand on voit les déclarations de Christophe Castaner, je sais plus ce matin, là, sur la question du voile. On se demande comment il peut travailler avec des gens qui sont à un niveau largement inférieur à lui, comme ça, alors que lui, je pense, reste quelqu'un d'intelligent, et c'est intéressant comme adversaire, en fait, d'avoir quelqu'un de si intelligent. Je ne sais pas si vous voulez faire la transition sur la question de la Syrie, si on en parle tout de suite. Non, mais voilà. Donc, sur la Syrie, il est dans son rôle de chef des armées, donc ça ne me semble pas être une toute-puissance. Sinon, c'est le qu'inscrit dans la Constitution, comme il l'a fait remarquer à Edoui Plenel, en lui disant que Edoui Plenel pouvait changer la Constitution s'il voulait, enfin, proposer au vote démocratique de la changer, et ce qui n'était pas faux, en fait. Voilà. Mais il est le chef des armées sur la Syrie. Donc voilà, ça, c'est pas lui qui a inventé cette toute-puissance, enfin, c'est pas son propre personnage. D'accord, effectivement, c'est Edoui Plenel disait, mais vous n'avez pas de compte à rendre au Parlement avant ce type d'intervention. Emmanuel Macron a répondu, effectivement, j'ai pas de compte à rendre parce que je suis le chef des armées, c'est dans la Constitution. Et revenant sur cette opération, on va y revenir juste après, bien sûr, je vous donnerai la parole. Et il est revenu sur ces frappes militaires contre des installations chimiques, d'armes chimiques de la Syrie, pour dire mission accomplie. Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire, puisque l'intégralité des missiles qui ont été tirés ont atteint leur objectif et ces capacités de production d'armes chimiques ont été détruites. Au dire des autorités à la fois syriennes et russes, il n'y a aucune victime de leur côté. C'est exactement ce que nous voulions faire. Cette décision, la France l'a prise sur le principe dès dimanche dernier, c'est-à-dire 48 heures après les premières traces, premières identifications d'utilisation d'armes chimiques dans la Ghouta orientale, qui est cette région non loin de Damas, en Syrie. Georges Kuzmanovic, mission accomplie en Syrie. D'abord, je mets en faux par rapport à ce que vous disiez, et c'est pour ça qu'il y a eu un clash avec le général de Villiers lors du 13 juillet
de l'année dernière. L'ancien chef de l'état-major des armées Oui, qui se plaignait d'un manque de moyens pour la défense. Voilà. C'est une lecture totalement états-unienne de la Constitution française que de penser que le président de la République est le chef des armées. L'article 35 de la Constitution est particulièrement clair à ce sujet. C'est le Parlement qui déclare la guerre. Or, bombarder un pays hors du cadre des résolutions internationales, hors d'un cadre onusien, ce qui a été le cas de ce bombardement, puisqu'il ne concerne que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, pourrait être considéré comme une déclaration de guerre. Je ne pense pas que les historiens américains diraient le contraire, puisque le Pearl Harbor était par exemple une déclaration de guerre, puisqu'elle était précédée par un bombardement d'Hawaï par l'aviation japonaise. On ne comprend pas très bien quel a été le sens de cette opération, puisqu'il dit lui-même, le président déclare qu'aucun Russe ni Syrien n'ont été blessés, donc comme punition, ça se pose là. Évidemment que personne n'a été blessé, puisqu'il voulait éviter une situation d'aggravement du conflit, donc ils ont prévenu les Russes, qui évidemment ont prévenu les Syriens. Quel est l'objet, donc, dans ce cas-là, de ce genre d'opération? Ce qui se passe, c'est que M. Macron suit la politique de M. Sarkozy et de François Hollande, de vassal des États-Unis, et les suit sur un bombardement qui ne fait aucun sens, ne règle en rien le problème, et pire encore, renforce politiquement Assad dans son pays, puisque c'est ce qui ressort de ce bombardement, parfaitement inutile militairement et stratégiquement. Alors, les internautes réagissent là-dessus. Gérard nous dit combien ont coûté aux contribuables ces tirs de missiles. Il me semble avoir vu le chiffre de 16 millions d'euros. Je crois que c'est celui qui a été donné. Michel nous dit, puisque l'usine chimique a été bombardée, il n'y a pas de pollution et de risque dans les environs, point d'interrogation. C'est vrai que là, il y a des questions là-dessus en disant, mais pense-t-il qu'il n'y a eu aucune victime si on a bombardé des unités chimiques? Imaginons qu'on bombarde des dépôts de munitions, on imagine que ça fait des dégâts. Alors que Mli nous dit, évidemment qu'il fallait aller en Syrie, et depuis le temps, on ne pouvait pas laisser Assad et Poutine procéder à la barbarie. Anne-Sophie Beauvais. Je suis sensible à ce que vous dites. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il y a eu une espèce de flou quand il a exprimé sa position sur la Syrie, flou sur ce qu'était la communauté internationale. Moi, en l'écoutant, je me suis effectivement posé la question. Il parle d'une légitimité internationale à intervenir. L'intérêt de ces frappes, moi je ne suis pas une grande spécialiste de la question, mais je les vois quand même comme un message, comme un avertissement. On ne peut pas banaliser l'usage des armes chimiques. Donc je pense que le message de ces frappes est celui-ci. Mais qu'est-ce que la communauté internationale? Finalement, la Russie bloque à l'ONU, donc on dépasse l'ONU en s'engageant à trois dans ce type de frappe. Est-ce qu'il y a une légitimité à le faire en dehors de l'ONU quand l'ONU bloque? Une légitimité internationale, comme il le formule lui-même? C'est une vraie question. Il y a un petit flou quand même sur cette... On vous est assez dubitative, pour résumer, sur cette opération. Non, sur l'opération, enfin moi, mais encore une fois, je ne suis pas une spécialiste. Ou sur sa légitimité, peut-être. Moi, je pense qu'en tout cas, il est légitime de passer un message quand il y a l'usage d'armes chimiques. C'est d'une violence inouïe, et d'aller détruire en tout cas ce qui semblait être de réserve d'armes chimiques, ne serait-ce que pour que ces armes chimiques ne soient pas réutilisées, voire même réutilisées dans d'autres pays. C'est un signe ou en tout cas un avertissement qui méritait d'être donné. Après, savoir si cette opération militaire va vraiment améliorer à moyen ou long terme la situation des populations civiles syriennes, ça c'est une vraie question, et je ne suis pas spécialiste pour y répondre, mais il me semble que certains spécialistes, même du Figaro, Renaud Girard dans les pages du Figaro, énonçaient les avantages de cette opération et les inconvénients. Il posait les inconvénients sous forme de questions, et dans les questions, on sentait presque déjà la réponse, et en tous les cas, il posait cette question-là: est-ce que ça va être utile à moyen ou long terme pour les populations civiles en Syrie? Et poser la question, c'était exprimer une forme de doute là-dessus. Absolument. Philippe Turle, les Britanniques ont contribué avec les Français et les Américains à ces bombardements. J'ai entendu dire qu'un sondage montrait que Theresa May était très peu soutenue par les Britanniques là-dessus. Je crois que c'était 28% approuvaient. Alors peut-être deux questions. Un, vous, quel est votre point de vue là-dessus? Et puis deux, celui des Britanniques qui, semble-t-il, sont assez dubitatifs. Alors, sur le fond, ma lecture de la situation, c'est qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'on est face à une situation où on a un dictateur qui a quand même tué 350 000 personnes dans son propre pays et qui utilise les armes chimiques, qui a signé un accord en 2013 pour ne plus les utiliser avec les Russes. Alors ça continue aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit, OK, on n'intervient pas, on n'a pas un mandat des Nations Unies pour intervenir, le Conseil de sécurité n'est pas réuni, donc on ne fait rien? Ou est-ce qu'on se dit,
il y a des accords qui ont été signés en commençant avec la fin de la Première Guerre mondiale pour arrêter l'utilisation des armes chimiques. C'est dans l'illégalité dans le monde de le faire. Il faut faire quelque chose. En dehors du contexte de la guerre en Syrie, il faut quand même y aller. Et vous, c'est plutôt votre point de vue? Pour lui donner une leçon à lui et peut-être à d'autres personnes qui soient tentées de les utiliser en disant il y a une ligne rouge, il ne faut pas dépasser cette ligne rouge, que ce soit en Syrie, ailleurs, en Corée du Nord, en Afrique, n'importe où, c'est non. Donc on anéantit les armes chimiques, mais on ne touche pas à la situation de la guerre et on ne va pas essayer de déloger Bachar al-Assad et on ne touche pas aux cibles russes ni iraniens, parce que ce n'est pas dans le mandat de ces frappes. Et les Anglais, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'au moment, pardon, je vous coupe juste une seconde pour dire qu'au moment où vous nous parlez, Theresa May, le Premier ministre britannique, est devant la Chambre des communes. Ce sont les images qu'on est en train de voir en direct. Et je vous redonne la parole. Theresa May, elle est sur la ligne. Évidemment, vous savez qu'il y a des liens assez étroits entre les États-Unis et les Britanniques. Donc évidemment, si les États-Unis, si les États-Unis décident de frapper la Syrie, ils auront l'appui des Britanniques. Et je pense, dans le cas contraire, ce serait les États-Unis qui porteraient aide aux Britanniques. Donc, il était clair que si Donald Trump veut envoyer des missiles en Syrie, les Britanniques seraient à ses côtés. Là où je pense qu'il y a une nuance, c'est que d'après ce que Emmanuel Macron a dit hier soir, Donald Trump était beaucoup plus va-t-en-guerre et tweeté sur le fait que la Syrie devrait se méfier parce que les armes, les missiles brillent, sont prêts à partir. Et il paraît qu'Emmanuel Macron a incité Donald Trump à être moins virulent et cibler que ces 3 usines de fabrication d'armes chimiques, supposées, pour rester à cela et pas aller plus loin. Donc Emmanuel Macron a joué un rôle. Je pense qu'il fallait y aller. Je pense qu'ils ont fait un travail qu'il fallait faire. Alors, dernière question, est-ce que c'était légal ou illégal? Là, je reviens sur ce que vous disiez, ce qui était le fait que c'était un travail légitime, mais est-ce que la légitimité d'envoyer des missiles sur des sites d'armes chimiques quand vous n'avez pas l'aval de tout le Conseil de sécurité, est-ce que c'est légal ou pas légal? Ça, c'est la grande question. Ouais. Jacques de Guibon, votre magazine suit de très près la situation des chrétiens d'Orient. Or, on a entendu un certain nombre de responsables de ces communautés déplorer l'intervention française. On a entendu Erdogan, le président turc, l'approuver. Est-ce que ça vous ébranle de voir ce genre de critiques et ce genre de soutien? Non, parce que je pense que ces responsables d'églises de chrétiens d'Orient n'ont pas le choix. De toute façon, ils ne peuvent pas se rebeller contre Assad pour l'instant. Et donc, s'ils le critiquent, en fait, ils sont morts, eux et leur communauté. Et ce que je comprends, c'est une réaction de minorité. Moi, je partage plutôt ce que dit monsieur, à cette différence près que je ne pense pas que ce soit Bachar el-Assad qui soit responsable des 350 000 personnes dans son pays. C'est une guerre civile, donc il était responsable des deux côtés. Après, moi, je trouve que la légitimité dont il s'est réclamé est juste, en fait, est probable, parce que la Syrie a violé, enfin s'il y a ces preuves-là, a violé des conventions internationales sur les armes chimiques. Dans ce cas-là, on est fondé à intervenir. Et je pense même que c'est sans accord de l'ONU. Oui, je pense. Et surtout là, c'est un coup politique, enfin un coup diplomatique, si je peux dire. En fait, c'est ce qu'on appelle un coup de semonce. Donc le but n'était évidemment pas de détruire l'armée d'Assad ou de le renverser, mais c'était pour ramener la France à la table des négociations. Et je pense que c'est un excellent coup. Et si je peux même pas d'ajouter, je trouve qu'il y a en France une sorte de 5e colonne inconsciente aujourd'hui qui gobe, surtout dans mon monde à moi, d'une certaine droite, en fait, et je m'élève contre ça, mais aussi un peu chez vous, qui gobe tout ce que disent les Russes, en fait, toute la journée, et Bachar, et dès que la France dit quelque chose, on va douter de ce que dit la France, alors que je pense qu'on est français d'abord, et qu'on doit faire confiance d'abord, même si on peut le mettre en doute ensuite, à ce que nous disent nos armées quand il s'agit d'opérations extérieures. Et j'en ai un peu assez, en fait, de cette pro-poutinisation ou pro-bachirisation sur tous ces sujets-là. Eh bien, voilà qui est dit. On va passer la parole, bien sûr, à Georges Kuzmanovic, mais pas avant de l'avoir donné à nos internautes. À Philippe qui nous dit « Ce bombardement n'était-il pas juste une frappe symbolique pour sauver l'honneur ?» Tandis que Jérémy considère que passer outre le droit international ne paraît pas tellement sage. Valentin, quelle sera la réponse de la Russie selon vous? Point d'interrogation, on pourra essayer de répondre à cette question. Et puis Marie nous dit « Notre président a pris le temps d'expliquer et de réexpliquer sa démarche pour les frappes en Syrie. Je lui fais confiance. » Et enfin, une question de l'Artichaut, on présume que c'est un pseudonyme. L'Artichaut nous dit « Qu'aurait fait la France insoumise dans le cas présent ?» Eh bien, nous allons poser la question à Georges Kuzmanovic. Donc, si vous aviez été au pouvoir, vous ne seriez pas intervenu? Non, mais déjà, si nous étions au pouvoir, nous aurions quitté l'OTAN. Et donc, on n'aurait pas fait d'intervention avec les États-Unis. Concernant les preuves, il y a actuellement une organisation internationale qui s'occupe des questions chimiques, qui s'appelle l'OAIC. L'épreuve de l'emploi des armes chimiques par Bachar el-Assad. L'épreuve de l'emploi et l'épreuve du résultat des frappes.
ça serait intéressant de voir ce qui va en sortir. Je souhaiterais vous rappeler à tout le monde ici qu'en 2003, un certain Colin Powell avait agité une fiole à l'ONU. C'était l'une des nombreuses justifications d'entrée en guerre des États-Unis qui étaient infondées. En disant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Voilà, qui n'ont jamais été trouvées, qui a coûté beaucoup à Tony Blair, qui a entraîné la Grande-Bretagne dans une guerre qu'on lui reproche beaucoup. Et restera. On ne rentre pas dans une guerre, c'est une frappe. On verra ce qu'il s'en suivra. Mais si on ne rentre pas dans une guerre et que c'est une réaction humanitaire et à une attaque chimique, mais alors, que ne le faisons-nous en Israël? Je vous rappelle qu'en 2015... C'est une réaction diplomatique, en fait. Oui, quand il dit qu'il a cassé le camp d'Astana, je pense que c'est très intéressant, en fait. Il a séparé les Turcs de... En 2015, on doit rappeler que l'opération Plan Durci au-dessus de Gaza a utilisé du phosphore blanc, mais oui, ça s'appelle du napalm, du phosphore blanc, reconnu par Israël, sans que jamais cela entraîne de sanctions de notre côté, du côté des Occidentaux. En ce moment, il y a une guerre menée par l'Arabie Saoudite, avec lequel... dont le prince Ben Salman s'est pris en selfie avec le président. Au Yémen. Au Yémen, où on mène une guerre qui est l'une des pires, selon l'ONU, où plusieurs millions d'enfants sont menacés de famine, 400 000 menacés de mort directe pour cause de famine, parce que l'Arabie Saoudite fait un blocus des ports. Donc si on avait une réaction humanitaire à faire, on devrait la faire partout. On ne peut pas avoir une réaction humanitaire à un endroit et pas de réaction humanitaire à l'autre. On perd cet argument auprès des autres peuples du monde et on apparaît ridicule. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne du poids à la Russie. Parce que la Russie, voilà comment elle apparaît pour les autres, elle apparaît comme un allié fiable, qui va tenir jusqu'au bout, y compris face aux États-Unis, qui peut les ridiculiser, et on peut les remercier de leur avoir fait une publicité dans la nuit à 3h du matin samedi dernier sur les antimissiles russes, puisque apparemment un bon nombre des Tomahawk envoyés par les États-Unis ont été abattus par les... Ça, c'est la propagande russe, justement. Oui, mais si les Russes ne sont pas intervenus, c'est les Syriens qui n'ont pas la capacité, matérielle d'abattre 70% des missiles. Donc ça, c'est vraiment de la propagande, ça. Si, c'est ce qu'ils ont dit. Au point que la Turquie, qui est dans l'OTAN et la deuxième armée de l'OTAN, a signé une commande de S-400. Ce sont des antimissiles russes. Donc a priori, et donc je ne serais pas étonné que l'Iran fasse de même bientôt et augmente son stock de S-400. Et j'espère, et nous espérons tous, que cette opération n'est pas une répétition ayant pour objectif l'Iran. Parce que ce qui nous attend, c'est le 12 mai prochain. C'est la remise en cause. En fait. Il a dit l'inverse. Oui, mais il a dit plusieurs fois l'inverse et il revient sur sa position parce qu'il suit. Je vous rappelle que hier soir, lors du débat, il a dit que les troupes américaines allaient rester et ce matin, Donald Trump lui a dit non, il y aura de questions. Donc en fait, il fait croire qu'il impose des choses aux États-Unis alors qu'il ne fait que suivre. Donc ce qui compte, c'est ce qui va se passer avec l'Iran et tous les voyages et les interventions internationales de Donald Trump jusqu'à maintenant ont montré qu'il allait suivre ses alliés israéliens et saoudiens, grand écart, contre l'Iran et dénoncer le 12 mai l'accord sur le nucléaire iranien, ce qui va renforcer en Iran les extrémistes et nous mettre dans une situation de danger pour la paix mondiale. Tout ça nous promet des journées lourdes, effectivement, en menace. On avait posé la question aux internautes du Figaro de savoir s'ils approuvaient ou non les frappes menées en Syrie par des Américains, les Français et les Anglais. Eh bien, sur 56 000 votants, il y a une majorité assez forte, assez réelle, qui répond négativement à cette question. On passe à un autre thème, si vous le voulez bien. Vous savez qu'il y a un thème à la mode, notamment chez la France Insoumise ou dans certains syndicats, qui parle de convergence des luttes. Alors la convergence des luttes, ça consiste à dire que tous les mécontentements pourraient s'agglomérer pour faire un mouvement d'ensemble, d'autant plus puissant qu'ils seraient unis contre les réformes voulues par le pouvoir. Alors il se trouve que ce matin, à Nanterre, il y avait des examens partiels pour les étudiants et que ceux-ci n'ont pas réussi à entrer dans la fac, qui étaient bloqués par d'autres étudiants, ça c'est pas très nouveau, mais il y avait aussi des cheminots qui étaient là, des cheminots de Sudrail qui étaient venus leur prêter main forte. Est-ce une convergence des luttes ou est-ce une récupération? Écoutez ce qu'en disait ce matin sur la chaîne parlementaire Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Ce matin, à Nanterre, on avait quand même effectivement des examens qui se tenaient et une tentative de perturber ces examens avec des cheminots de Sudrail qui venaient perturber les examens. Donc si maintenant les cheminots décident que les étudiants ne passent pas leurs examens, effectivement, on peut se poser des questions sur une récupération politique de ce mouvement. Jacques de Guibon, c'est une récupération politique ou bien c'est le début de quelque chose de fort? Franchement, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de convergence des luttes. Je
c'est intéressant, mais je ne vois pas ce que les étudiants ont à revendiquer en fait pour l'instant. Si c'est juste le Parcoursup, en fait, ça me semble un peu creux, et j'ai peur qu'une fois que le printemps soit passé, voilà, ils retournent tous en vacances, comme ça se fait assez régulièrement, et que ça s'arrête. En revanche, les cheminots ont des vraies revendications que je comprends et que je partage, mais je ne vois pas pour l'instant comment ça peut s'organiser, en fait. Mais peut-être que la France Insoumise le sait mieux. Vous êtes contre cette réforme de la SNCF ? Contre la libéralisation de la SNCF, oui. Après, sur le statut du cheminot, je pense qu'il est fondé à évoluer, en fait, mais sur nous lancer dans une libéralisation parce que l'Europe l'a demandé, en fait, et que il n'y a aucune raison de le faire, en fait, oui, je suis pas d'accord. Donc en tout cas, on assiste sur ce plateau à une forme de nouvelle convergence des luttes entre l'incorrect d'un côté et la France insoumise. Et ben voilà, c'est ça la liberté d'expression d'un point de vue. Et on s'en réjouit. Philippe Turle, vous qui voyez ça avec un peu de distance, vous avez l'impression que c'est le début de quelque chose de fort ou c'est juste un coup de com'? Alors, je pense que les syndicats aimeraient bien que ce soit le début de quelque chose de fort. Ouais. Et je pense que le rêve de la CGT, c'est qu'il y a un combat global où tous les mouvements se réunissent pour faire un mouvement beaucoup plus fort. Mais sur le fond, je suis plutôt du même avis que je ne vois pas. C'est plutôt, je pense que les cheminots qui vont essayer d'inciter les étudiants à rejoindre le mouvement avec eux, que plutôt les étudiants qui vont aller soutenir les cheminots. Et il est vrai que sur les revendications des étudiants, j'ai un peu de mal à voir où sur le long terme ça va aller, ou ça va être beaucoup plus long. Et il est clair que pour les examens, les chefs des facultés vont probablement soit pousser plus loin les examens ou soit les délocaliser ailleurs pour pouvoir y aller. Donc ça va contourner le problème. Pour les cheminots, il est vrai, il y a beaucoup de... Je peux vous livrer une information. Il se trouve que des membres de ma famille proche passaient des examens ce matin à Nanterre, et je peux vous dire que l'examen n'est toujours pas passé à l'heure où je vous parle. Donc ils n'ont pas trouvé un endroit autre. Pardon, je vous redonne la parole. 4 établissements, ils ont complètement bloqués, mais les autres établissements marchent à peu près. En ce qui concerne les cheminots, là c'est complètement autre chose. Comme avec les autres mouvements comme Air France et autres en France en ce moment, là peut-être qu'il y aura une réunion des forces, mais il me semble, d'après l'interview d'Emmanuel Macron, il a quand même lâché un peu de l'Est sur le fait qu'il est prêt à racheter une partie de la dette de la SNCF. Et il semble qu'ils ont fait quand même des pas en avant avec les négociations sur le statut des cheminots. Donc tout ça, c'est à voir. Je pense que c'est les syndicats qui aimerait bien que ce soit un mouvement global, mais vous n'y croyez pas trop. Ok, alors on écoute des internautes évidemment nous donner leur avis. Le droitiste qui nous dit pourquoi la police n'intervient-elle pas dans les facs, c'est une bonne question. Et Toussaint nous dit pas besoin de convergence des luttes, il faut une reconnaissance plus grande des luttes et du malaise social qui monte. Anne-Sophie Beauvais, votre point de vue sur ce sujet. D'abord, oui, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir la police? Alors souvent on dit que les forces de l'ordre n'ont rien à faire dans une université, qui doit être une forme de sanctuaire. C'est aussi votre avis? Mais ça, c'est des vraies questions qui se posent. Et moi qui suis à Sciences Po, je vous avouerai que quand les premières questions de sécurité ont commencé à se poser avec les attentats, la question à Sciences Po s'est posée, par exemple, de mettre des caméras de surveillance. Et on nous a expliqué que effectivement, l'université était un lieu un peu sanctuarisé, dans lesquels des caméras n'avaient pas leur place, dans lesquels la police n'a pas forcément sa place non plus. Moi, c'est un débat que je trouve à l'époque actuelle, en tout cas, un peu d'un autre temps. Et je suis, pour avoir étudié moi aussi à la fac de Nanterre il y a quelques années, je ne suis pas étonnée que Nanterre, utilise, enfin qu'une fraction des étudiants à un moment donné tombe dans une espèce de droit de blocage ou de droit d'entrave, mais à chaque fois empêcher les étudiants de passer des examens, et surtout que la majorité souhaite passer ces examens, ça me choque toujours. Mais je crois que sans parler de convergence en fait des luttes, je pense qu'il y a quand même un point commun dans toutes les colères, que ce soit la colère étudiante, les cheminots, les zadistes, c'est en fait ce modèle un peu néolibéral que Emmanuel Macron cherche à imposer aujourd'hui. Et alors s'il n'y a pas des revendications très claires, peut-être à part Parcoursup du côté des étudiants, je crois que ce qui est en filigrane de toutes ces colères, c'est cette question-là. Et c'est bien l'enjeu d'ailleurs de toute la mandature d'Emmanuel Macron. Ce qu'il nous propose, c'est une vraie réforme libérale de la société. La SNCF est un emblème très, très fort. On est au cœur du macronisme. Est-ce qu'on va arriver à faire passer cette réforme libérale à la SNCF? Il y a une ouverture à la concurrence. Cette ouverture
l'ouverture à la concurrence, c'est en tout cas ce que nous dit Emmanuel Macron, doit entraîner un certain nombre de transformations. Et ces transformations, elles doivent opérer dans d'autres secteurs de la société française. Et le point commun, je dirais, des colères, ce n'est pas une convergence des luttes, c'est un point commun des colères, c'est une réaction à ce modèle néolibéral qu'Emmanuel Macron cherche en tout cas à imposer. À Sciences Po, on n'enregistre pas de mouvement de ce type? Non, on n'enregistre pas de mouvement de ce type. C'est vrai que la sélection, on sait ce que c'est. Elle est et puis je pense en fonction depuis bien longtemps. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, un droit de blocage, droit d'entrave, c'est peu la politique de Sciences Po, mais c'est très choquant dans une université quand la majorité quand même des étudiants cherchent à passer ces examens. Georgi Kuzmanovic. Bien, pour une petite provocation, je dirais que hier soir, on a bien vu, les Français ont vu qu'ils ne souhaitaient, lors de la présidentielle, ni le PS ni l'UMP, et ils ont obtenu les deux pour le prix d'un, parce que les politiques néolibérales ont été imposées aussi bien par l'UMP que par les PS quand ils étaient au pouvoir. Et oui, il y aura convergence des luttes, et il y a convergence des luttes pour la bonne raison que vous avez donnée. En fait, tout ce qui se passe, la réforme de la SNCF n'a pas été décidée par Macron. Elle a été décidée à l'Union européenne, par la Commission européenne. C'est le pacte ferroviaire. La France a été d'accord, elle aurait pu dire oui, non. Bien sûr, elle était d'accord. Mais comme 80% des lois qui sont passées depuis 15-20 ans en France, ce sont des lois de mise en conformité du droit français aux décisions prises à l'Union européenne. Et Macron incarne idéalement cette figure de l'agent néolibéral européen au service de l'oligarchie et des banques. Et donc, ce qu'il fait, c'est appliquer une politique néolibérale, une politique d'austérité, mais à tous les domaines. À la SNCF, aux hôpitaux, aux EHPAD, aux armées, à la police. Tout le monde est rogné, tout le monde doit perdre ses financements. Et il s'ensuit que, in fine, fort logiquement, les luttes vont se rejoindre. Alors effectivement, peut-être vous avez raison, certains étudiants partiront en vacances s'ils ont la chance, mais en fait, il faut que vous sachiez que quand même, plus de 2 tiers des étudiants sont obligés de travailler l'été, donc ils seront là, je pense, et prêts à manifester parce que leur avenir est en danger. Je ne suis pas sûr que les étudiants travaillent à Paris l'été, en fait. Ils sont plutôt... Oui, ils travaillent aussi à Paris, comme ça. Il y a beaucoup d'emplois qui étaient réservés à d'autres, qui sont pris par les étudiants maintenant. Sur Twitter, on vous a posé la question. Chers internautes, croyez-vous à la convergence des luttes des cheminots et des étudiants? Pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait convaincus, et c'est un euphémisme, puisque vous répondez non à cette question à 71%. Quelques réactions d'internautes. Michel qui nous dit: les Français dans leur majorité ne se sentent pas impliqués par ces contestations et ont envie de penser à d'autres choses plus sympas. Quant à Sophia nous dit, et c'est une vraie belle question, l'État a le monopole de la violence légitime? Non. Oui, c'est vrai, Jacques de Guibon, c'est une très bonne question que pose Sophia. C'est quand même des coups de force, ces mouvements d'étudiants qui sont quand même minoritaires et qui pourtant bloquent des facs entières. Oui, moi je pense que c'est plutôt dans une tradition de chahut étudiant, comme il y en a depuis 800 ans à Paris et à la Sorbonne, et ça ne va pas tellement plus loin pour l'instant. Après, je comprends que pour les étudiants qui ont envie de passer leurs examens, ce soit énervant. Après, personne ne les empêche d'aller déloger aussi les bloqueurs, s'ils en ont le courage. Peut-être que le gouvernement veut fêter 68 en envoyant la police à l'université, comme ça, en commémoration. C'est ça. Philippe Turle, est-ce que c'est très français, ces façons d'agir, ces blocages, ces blocus, est-ce que vous regardez ça, vous, avec des yeux un peu surpris? Une certaine résignation, parce que c'est vrai que ça vient assez régulièrement. Ouais. On a l'impression qu'on n'arrive jamais vraiment à régler le problème une fois pour toutes. On dit, bon, là, c'est fait, on revient quelques mois après, bon, ça recommence. Et c'est sûr qu'une fois qu'on change de président, on change de gouvernement, ça va recommencer à un moment. Donc, soit ça soit en septembre, soit ça soit au printemps. Donc là, on est en plein dedans, parce que ça fait 1 an de Macron, et allez, on recommence. Mais par rapport à autrefois, les autres mouvements, notamment 95, ou qui reste pour moi après avec la grande grève, avec la grande de la grève SNCF. De la fin de 95, je crois que, les syndicats sont plus affaiblis, moins unis qu'avant, et deuxièmement, l'opinion publique est beaucoup moins enthousiaste et beaucoup moins avec les grévistes que ça a été à l'époque. Et ça pose un problème. Est-ce que c'est les syndicats qui jouent d'un point de vue leur va pour tout, leur survie, en disant il faut absolument qu'on se monte en position de force face à Emmanuel Macron? C'est tout à fait dans leur droit et tout à fait dans leur honneur de le faire, parce qu'il faut quand même
rappelez qu'il y a très peu de monde syndicalisé en France, 8-9% je crois, alors qu'au Danemark, par exemple, c'est 60 ou 70% des gens. Donc les syndicats ont besoin quand même de montrer un coup de force. Mais là où ça pose problème, c'est que je pense que l'opinion publique n'est pas avec les grévistes cette fois-ci. Alors, il y en a un autre qui n'est pas avec les grévistes, c'est Emmanuel Macron, encore lui, puisque Edoui Plenel lui posait la question sur cette coagulation des luttes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a un peu énervé le président. Regardez. Je ne souscris en rien au fait qu'il y aurait une coagulation. Votre énervement témoigne d'un... Je ne suis pas énervé, pas plus que vous. Je vous dis, mais non. Je suis déterminé. Je voudrais revenir. Et je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Donc, je la combats. Parce que la malhonnêteté intellectuelle n'aide pas la démocratie et le juste débat. Macron, donc, moi, je vais être concret. On va revenir sur chacune de ces oppositions. Mais mon objectif reste de réconcilier et d'unir le pays. Mais on ne l'unira pas par l'inaction. Alors, il y a un truc qui est vrai, Jacques de Guibon, c'est qu'on ne peut pas dire que les Français soient surpris. Emmanuel Macron avait dit qu'il allait réformer, plutôt dans un sens libéral, la France. Donc, est-ce que c'est très démocratique de vouloir bloquer ça, alors qu'il y a eu un vote qui n'a... C'est vrai, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment choisi? Enfin, s'ils l'ont choisi d'un point de vue mathématique, ça ne va pas dire le contraire. Il a été élu démocratiquement, c'est ça la majorité. Mais vous savez bien qu'il y a eu 4 camps qui n'étaient pas loin l'un de l'autre, en fait, et je pense que l'opinion française était assez divisée. Donc vous pensez qu'il n'est pas légitime? Si, je ne vais pas dire enfin, il a été élu démocratiquement, il est légitime, je ne vais pas dire le contraire. Mais les syndicats, et malheureusement les syndicats ne représentent mal les Français aujourd'hui, je pense. Enfin, ça, c'est un autre débat, mais c'est pour ça qu'il n'y a que 8%, parce qu'il faudrait faire un peu péter leur monopole syndical. Mais les syndicats sont dans leur rôle aussi, ils sont légitimes à contester des réformes que le gouvernement veut faire passer. Enfin, c'est des corps intermédiaires. En Syrie, il est légalement élu, mais il n'est pas très légitime avec 23%. Ouais. En tout cas, Emmanuel Macron a quand même raison de tenir bon, parce que malgré tout, on en est à 1 an de mandat. Il n'a pas toute la France contre lui, il a encore 4 ans. Malgré tout, il avait un programme qui était assez clairement énoncé, et en tout cas, c'est le programme qui met en l'œuvre. Ce fameux modèle néolibéral, il le défend en disant autorisez-moi à être aujourd'hui, à transformer un certain nombre de modèles, à relancer l'activité économique du pays, et c'est par la relance de cette activité économique du pays qu'on arrivera à mener une politique sociale dont on pourra, qu'on pourra mener tous ensemble. Donc c'est aujourd'hui un peu de sacrifice pour, dit-il, demain. On n'est pas obligé de le croire. Voilà. Mais de plus en plus de Français soutiennent les cheminots. On laisse le dernier mot à Raphaël, Raphaël, qui nous dit: les étudiants n'ont plus le choix pour leurs études. La sélection se fera par une commission et impossible pour eux de se tromper d'orientation. Alors ça, on revient à Parcoursup, qui serait effectivement un autre débat à ouvrir. On va pourtant se garder quelques minutes pour parler d'un autre sujet. Peut-être vous souvenez-vous qu'en 2004, pour financer la dépendance, on avait inventé la journée de solidarité. C'était souvent le lundi de Pentecôte. En fait, les Français travaillaient un jour de plus sans être payés un jour de plus. Et le même jour, les entreprises payaient une contribution de solidarité. Et puis Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, elle trouve que c'est une très bonne idée. Donc elle a dit, comme on a besoin d'argent, en particulier pour les personnes âgées dépendantes, qui sont, vous savez, dans ces EHPAD qui manquent cruellement de moyens, si on faisait une deuxième journée. Et on a reposé la question, devinez à qui? Eh bien, Emmanuel Macron, bien sûr. Écoutez, je ne vais pas purger ce débat aujourd'hui. C'est une piste. Vous y êtes favorable? Est-ce que ça a bien marché la dernière fois? 1,5 milliard, ça devrait rapporter. Moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est une piste intéressante. Il faut le regarder. Ce qui est sûr, c'est que on doit construire cette solidarité. Alors, la dernière fois qu'on a entendu ça chez nos dirigeants, c'est une piste intéressante qu'il faut creuser. C'était pour les 80 km/h qui se sont faits. Donc, on peut y aller directement, à mon avis. On ne se trompe pas beaucoup en disant que ça va se faire. Est-ce que c'est une bonne idée, Monsieur Kuzmanovic? Oui, c'est une idée géniale. On voit bien là. Vous avez l'air enthousiaste, d'ailleurs. La cohérence complète du président des riches. Si je me souviens bien, si on repasse en arrière, il avait fait la CSG pour que les retraités financent un peu. Il avait augmenté la CSG. Voilà, augmenter la CSG ne pèse plus sur le travail. Ne pèse plus sur le travail et que les salariés, ceux qui sont salariés, aient plus de pouvoir d'achat. Et maintenant, on va faire un impôt supplémentaire sur ceux qui travaillent pour aider les retraités. Donc c'est jeu à somme nulle. Et évidemment qu'ils se retrouvent dans une situation où ils jonglent, et c'est là qu'on a un problème de communication présidentielle, parce que c'est de la pure communication. Là, ils se ridiculisent en faisant deux mesures qui s'opposent.
Il a donné 5 milliards aux plus riches en France. Il ne va pas traquer les 80 milliards qui est chaque année de fraude fiscale. Bien évidemment, il a promis qu'il se bagarrerait pour ça. Quand même, ben, il a promis, mais ça, vous l'avez entendu hier, non, pas beaucoup. Eh bien, donc voilà, il se retrouve dans une situation où il se retrouve obligé de taxer et les retraités et les salariés pour donner 5 milliards aux plus aisés. Allez-vous voler au secours j'ai envie de me voler au secours, parce que honnêtement, c'est des sujets... Moi, j'étais en politique en 2002 quand cette question s'est posée. Ça fait des années qu'on parle du vieillissement de la population. Ça fait des années qu'on parle du problème de la dépendance qu'on va rencontrer pour les personnes âgées. Et ça fait des années qu'on dit qu'il va falloir financer cela. Quand je dis des années, 2002, 2004, on parlait déjà de ce 5e risque, de cette 5e branche à créer. On est des années de la sécurité sociale. On est des années après et rien n'a été véritablement, rien n'a été fait. Donc je veux dire, les racines de ces questionnements remontent à bien longtemps. Et d'ailleurs, je trouve les Républicains assez hypocrites parce que là, ils sont en train de nous dire à une deuxième journée, oui, mais enfin quand même, c'est un impôt supplémentaire, etc. Enfin, on a envie de dire à la droite, écoutez, franchement, vous l'avez vous-même pensé il y a quelques années. Là, il s'agit d'aller un peu plus loin parce que les chiffres économiquement sont là. Il va falloir la financer cette dépendance. Donc à un moment donné, mais vous savez, moi je trouve que Emmanuel Macron a une parole, elle a choqué. Moi, alors pas du tout, parce que je l'ai trouvé d'une justesse incroyable quand il a dit « les plus riches n'ont pas besoin d'un président de la République ». Je vais vous dire pourquoi les plus riches n'ont pas besoin d'un président de la République. Parce qu'en fait, leurs problèmes vont être réglés. Ils vont être réglés à l'université, ils vont mettre leurs enfants en dehors du système public. Ils vont être réglés pour la santé, ils vont aller se faire soigner dans les meilleurs établissements et payer tout ce qu'il faut pour ça. Donc d'une certaine manière, c'est pas complètement faux que les plus riches n'ont pas besoin de président de la République. Pourtant, ils les aident bien. Mais en tout cas, ce que lui essaye de faire, c'est de se dire, si on veut arriver à financer les choses et donc à penser une forme de politique sociale un peu commune dont on va pouvoir tous collectivement tirer les fruits, il faut peut-être essayer de penser des modèles économiques. Voilà, donc je me dis que là, en tout cas sur ce sujet-là, il y a urgence de penser à quelque chose et cette deuxième journée de solidarité, en tout cas, moi, elle ne me choque pas. Oui, la parole aux internautes. Non, je vous coupe la parole, Georgi Kuzmanovic, pardon, parce qu'en fait, il nous reste quelques instants pour demander à Jacques de Guibon et à Philippe Turle ce qu'ils en pensent. Philippe Turle. Bonne idée, pas bonne idée Alors, ça dépend où ils vont mettre cette journée supplémentaire. Si c'est au mois de mai, c'est plutôt une bonne idée, parce que pour moi, il y a trop de jours fériés au mois de mai. Et on a une fascination en France, c'est pour faire le pont entre un jour férié le mardi ou un jour férié le jeudi, on travaille pas le vendredi. Donc, c'est très mauvais pour l'économie française. Voire on fait grève, voilà. parfois. Oui. Donc, il faut quand même être un peu rationnel. Et tous les secteurs le disent, au mois de mai, c'est une catastrophe parce que les gens ne viennent pas travailler. Donc, si on peut récupérer un peu d'argent quelque part, oui, je suis favorable. Et deuxième chose, il faut faire quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour la dépendance. C'est pas pour les retraités, c'est pour traiter uniquement les gens dépendants. Et là, je pense qu'il faut trouver l'argent quelque part pour le faire parce que c'est un problème qui va malheureusement venir en grandissant et pas en diminuant dans les années à venir. Alors, Philippe Turle, les Britanniques qui viennent se faire soigner en France parce que leur système n'est pas financé. Vous n'avez pas encore totalement convaincu nos internautes, puisque sur Twitter, on vous a posé la question, êtes-vous favorable à une deuxième journée de solidarité? C'est 2 tiers, 1 tiers, c'est non à presque 2 tiers, puisque c'est 64% des tweetos qui sont plutôt contre. 2 commentaires en passant. Sophia, la journée de solidarité est un impôt en nature, et le droitiste qui dit, je trouve que c'est beaucoup demandé aux Français, 2 jours sans salaire. Jacques de Guibon, vous allez avoir le mot de la fin très vite sur ce sujet. Non, moi je suis heureux que le gouvernement se penche sur la question des vieux, autrement pour les euthanasier, c'est quand même déjà un progrès. Ensuite, je pense que, évidemment, ça va contre la philosophie de ce gouvernement sur les charges sociales, c'est totalement à l'inverse de ce qu'ils font par ailleurs. Pourquoi pas en soi, mais dans ce cas-là, il faut être cohérent et logique. Et voilà, et je pense que... Qu'on travaille un jour de plus, ça vous paraît choquant ou pas Là, ça dépend qui, comment, et on ne peut pas dire on va baisser les charges sociales et faire financer le système social par autre chose que ça, et en même temps, là, c'est une charge sociale sur une journée, en fait, c'est ça. Et donc, c'est totalement incohérent, je pense. Après, je voudrais rajouter, on pourrait aussi supprimer l'AME ou des choses comme ça, ou des gens qui touchent leur retraite. L'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Oui, c'est ça. Voilà. On pourrait aussi faire des économies là-dessus. Eh bien, ça nous fait encore plein de sujets de débat pour que vous exprimiez votre point de vue. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Point de vue, c'est terminé pour ce soir, mais ça recommencera demain à la même heure et au même endroit. Merci, bonsoir.